Alors on avance petit à petit dans l'observation générale de Wolinski. Ça va jusqu'ici? Ok. Petit détour par le behaviorisme. Ou ce qu'on va dire là, vous pouvez le retrouver chez Pavlov et Skinner, apparemment assez loin des idées de Wolinski. Tu y vas ou tu y vas? On va essayer de le faire rapidement. À chaque expérience, il y a un mécanisme qui associe l'événement vécu à une cause logique de cet événement. Mécanisme d'association très simple. À chaque expérience, il y a un mécanisme d'association. Ici, on parle plutôt d'expériences négatives, on pourrait dire traumatiques, entre guillemets. On ne parle pas des grands traumas, mais plutôt des petits inconforts du quotidien. On pourrait donc dire, à chaque expérience traumatique, un mécanisme va associer l'événement à une cause logique de cet événement. Puisqu'il y a l'association de l'événement à une cause logique, il va en résulter une croyance. Il y a une croyance que l'événement est lié à une cause logique. Et d'autre part, en même temps qu'il y a l'émergence de cette croyance, il y a un nouveau mécanisme comportemental automatisé, il y a une nouvelle routine, comme un mécanisme de surveillance automatique qui va se mettre en place pour éviter que l'expérience se renouvelle, pour ne pas la vivre encore. Donc, à chaque expérience difficile, il y a un mécanisme qui associe l'expérience à une cause, ça génère une croyance, et un mécanisme de surveillance qui va scanner ce qui se passe dans la relation aux objets pour ne pas revivre à nouveau cette difficulté qui est née à la base dans le mécanisme. Alors on peut prendre un exemple rapide. J'ai vécu cette expérience, elle a une cause logique. Alors on a pris comme exemple, j'ai été tabassé par un homme. Et quelle est la cause logique de cela? J'ai été tabassé à un homme parce que, et je vais attribuer une cause qui est une construction intellectuelle, parce que, par exemple, les hommes sont violents et agressifs. J'ai attribué la cause « les hommes sont violents et agressifs » à l'événement « je me suis fait tabasser par un homme ». Et il y a une nouvelle routine qui va se mettre en place. Je dois me méfier des hommes et les surveiller, parce que maintenant je crois qu'ils sont violents et agressifs. Et là, on voit comment il y a une croyance qui s'est créée sur la base d'un événement, une croyance qui est erronée, et un mécanisme de surveillance qui s'est mis en place pour ne pas renouveler l'expérience. Stephen Wolinski, il appelle ça des transes associatives. Une transe qui est née d'un traumatisme, d'une expérience particulière, qui va faire correspondre un événement à un événement qui surgit, un nouvel événement, et ça va le faire correspondre à des patterns qui vont maintenant devenir le terrain conditionné de l'individu. Petite parenthèse par le behaviorisme. Maintenant, si on croise le behaviorisme avec le travail de Wolinski, et c'est ce qu'il a fait, on en arrive à ces croyances et ces routines qui prennent leur origine dans le false score, false self. Je te la laisse, celle-là. En fait, donc à chaque fois que on se retrouve dans une situation, dans une situation nouvelle, entre guillemets, dans un nouveau rapport avec quelque chose que je définis, avec un objet, quelque chose que je définis comme n'étant pas moi, en fait, il va y avoir comment dire, on va retrouver un certain état de confusion générale. Cet état-là, en fait, va revalider notre false score, souvent là aussi de manière inconsciente. Tant qu'on n'en a pas conscience, en fait, on voit pas forcément le truc passer en suggestion dans l'esprit, mais en tout cas ça se joue, et cet automatisme en fait du false self à vouloir éviter la situation et repasser dans quelque chose qui nous sorte de ce contact avec la false score qui nous est complètement inconfortable. Et là, du coup, il y a un nouvel automatisme en fait, qui se rajoute dans ce false self pour compenser, pour surmonter en fait, l'événement qui vient de se passer. Donc là, on a pris un exemple sur un événement, par exemple, qui était traumatique. Mais en fait, le false score, false self, donc c'est tout l'ensemble de nos automatismes en fait, qu'on peut avoir dans la vie tous les jours. Et donc il y a des associations qu'on va faire, comme par exemple celle qu'on a vue tout à l'heure, en associant à une agression le fait que la personne qui m'agresse, c'est un homme, donc en fait tous les hommes sont dangereux et violents, et j'en fais une généralisation qui du coup va complètement me limiter ma réalité, parce qu'en fait c'est une généralisation qui est faite très très hâtivement.
et qui va rester. Et donc, qui va s'inscrire, qui va faire un automatisme de peur face à chaque fois que je vais me retrouver en situation avec quelqu'un de sexe masculin. Ah, pouf, en fait, ça devient un élément déclencheur et la routine, l'automatisme, en fait, se met en place et il y a un stress qui remonte, qui revient. Mais derrière, dans les automatismes, on peut aussi avoir comme relation à des objets. La première fois où je découvre comment fonctionne une serrure, en fait, je vois que la serrure, en fait, comment ça fonctionne, il y a un peu un état de confusion, comment je me débrouille pour ouvrir la porte ou un truc comme ça. Je vais à travers l'observation, et un apprentissage qui va se faire quand on est justement dans le niveau de l'observation sans objet, dans les sens, c'est-à-dire que j'observe, je vois les choses, mais j'ai pas encore étiqueté les choses et tout ça, je vois juste quelle est la logique, comment ça fonctionne et tout. Une fois que je vois que pour ouvrir la serrure, en fait, il faut que je tourne la clé du côté droite, en fait, il y a un automatisme qui se met en place dans notre false self, qui fait que derrière, ça ne nous fait pas revivre le fait de ne pas savoir ouvrir la serrure et de sentir il y a quelque chose, si on prend l'exemple, il y a quelque chose qui cloche en moi parce que je n'arrive pas à ouvrir la porte. On a un automatisme qui se met en place, mais cet automatisme-là, au final, il est fonctionnel, il est pas négatif. Donc il y a une association qui se fait qui, à ce moment-là, n'est pas absurde, elle est pertinente en fait. Donc c'est une relation, le false self en résumé, c'est vraiment une manière de se mettre en relation avec l'extérieur, avec les objets. Il y a dans certains cas des généralisations ou des solutions qui sont mises en place qui sont complètement absurdes, limitantes et qui sont dysfonctionnelles en un mot, et d'autres en fait qui nous permettent vraiment d'être dans un aspect de fonctionnalité, d'interaction fonctionnelle avec le monde, avec l'extérieur, avec les objets. Si on reprend l'exemple précédent, on va reprendre bout par bout. Je me suis fait tabasser par un homme. Pourquoi ? Il y a sûrement une raison à ça. Si un homme est venu me tabasser, il y a peut-être une raison à ça. Et je vais me dire, c'est peut-être parce que les hommes sont violents et agressifs. Et ça met en place un système de surveillance pour se méfier des hommes, puisque pour moi maintenant, c'est ma nouvelle croyance, ils sont violents et agressifs. Mais en arrière-plan, qu'est-ce qui s'est passé ? Être tabassé par un homme, ça me fait ressentir mon impuissance. Ça me connecte au false core et ça, c'est insupportable parce que physiquement, dans les sensations, biologiquement, dans la chair, ça rappelle la sensation de ce choc de la séparation. Et ça, c'est insupportable. Être tabassé par un homme, ça me fait ressentir mon impuissance. Mais le false self est là. Et le false self, il protège du false core. C'est ce qu'il essaye de faire. Il compense le false core. Je dois prouver que je suis puissant. Donc, c'est le false self, pour contourner le false core, qui va proposer une nouvelle croyance pour ne pas ressentir cette impuissance. Alors, ça pourrait nous faire une logique de type. Cette expérience d'être tabassé par un homme m'a fait ressentir mon impuissance. Ça va jusqu'ici ? Ok ? Or, je dois prouver que je suis puissant. Donc, je ne dois pas me ressentir impuissant. Ça va toujours jusque-là ? Alors, je dois trouver une cause à ce qui m'est arrivé, le fait que les hommes sont violents et agressifs, par exemple, et ayant adhéré à cette cause, maintenant, je dois me méfier des hommes et les surveiller. Et voilà un exemple de comment le false self, pour qu'on ne puisse pas reconnecter à cette souffrance racine, à cette croyance racine, va créer une cause, va créer une nouvelle croyance erronée sur la base de laquelle nous allons avoir un nouveau comportement de surveillance du monde pour être en relation avec sans se sentir en danger. Et là, on voit toute la mécanique du false self et du false core qui se place à la base du behaviorisme. Ouais. Ça sort bien. Ça. On va sur les chaînes d'association. Ouais. Donc là, si on repart là, par exemple sur les associations qui ont été faites, au début, on a une false core qui est, sur notre exemple, je suis impuissant. Derrière, il y a une expérience qui est vécue avec une généralisation qui est faite, tous les hommes sont agressifs et tout ça. Donc en fait, c'est comme si dans le false self, il y avait, à partir du false core, le rond représentant une association, il y a une première association qui est faite. Mais du coup, après, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on revit des expériences,
bah, si le premier automatisme, la première routine en fait, n'a pas été suffisante pour ne pas revivre un événement qui nous remet en contact avec justement le vécu et l'état désagréable et inconfortable de la false score, en fait, on va recréer une nouvelle association. Et en fait, ainsi de suite, on va avoir dans le false self un certain nombre d'associations, de chaînes d'associations qui vont se mettre en place. Alors Wolinski en parle en disant, bah, du coup, les chaînes d'associations, en fait, c'est les chaînes qui relient tous nos différents traumatismes, nos états de confusion les uns aux autres. Et là, il se réfère en disant, en fait, c'est la pierre angulaire du travail, enfin pour lui, il dit, c'est la pierre angulaire du travail de Freud, parce qu'en fait, il avait vu cette histoire de lien avec des événements précédents et similaires qui se faisaient. Donc ça dessine du coup, ces chaînes d'association, ça va dessiner à l'intérieur de notre psychologie tout un ensemble en fait, de patterns qui vont structurer notre personnalité et notre vie psychologique, puisqu'on va voir à travers ce filtre, cette manière de voir la réalité, ça va vraiment conditionner complètement notre manière de voir le monde. En fait, ça inscrit en nous un modèle du monde, en fait, qui ne va pas du tout être le même d'une personne à une autre, qui va faire que chacun va avoir un modèle qui est complètement unique, même si on a, dans ce qu'on a vu là, 9 grandes familles qui se dégagent. Derrière, au sein d'une même famille, tout le monde va faire quelque chose d'unique, en fait, en fonction de ce qu'il aura vécu, en fonction de la cause qu'il va trouver à chaque événement, parce que 2 personnes qui pourront être du même type, qui vont vivre le même événement, ne vont pas forcément en sortir la même généralisation, la même cause, en fait. Et du coup, c'est quelque chose qui est évolutif, dans le sens où, bah, comme c'est dépendant de tout ce qu'on vit au jour le jour, bah, ça va évoluer en fonction des interprétations qu'on va en faire par rapport à ce qu'on a déjà fait avant et de ce qu'on est en train de vivre au moment présent. Et donc du coup, voilà, on peut avoir une chaîne d'association au début, on a 1 ou 2 associations, puis au fur et à mesure qu'on vit des choses, bah, en fait, les chaînes d'association vont se mettre en place et vont s'étoffer. Donc le false score, en fait, si on résume, c'est vraiment ce qui va diriger l'ensemble de nos chaînes d'association, qui relie on va dire, des états de confusion, des états inconfortables les uns aux autres en fonction de ceux qui sont les plus similaires par rapport à ceux qu'on a déjà vécu avant. Et le false self, c'est vraiment l'ensemble des solutions en fait, qui sont mises en œuvre pour surmonter et surcompenser le false score. Bon. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce que provoque en fait cette dynamique entre le false score et le false self? C'est que de manière générale, en fait, au fur et à mesure que les associations, les chaînes d'association se mettent en place, alors comme ça se met en place très très tôt, il y a cette histoire d'identification à l'ego. Tu voulais rajouter un truc? Non, c'est bon. Il y a une identification qui fait à l'ego qui provoque cette sensation, ben, c'est moi en fait. Qu'on soit dans la false score ou dans le false self, les 2 sont complètement imbriqués et on a l'impression que c'est soi. Ça provoque au fur et à mesure une fixation de l'attention du coup sur l'ego, puisqu'à force de mettre des routines, des automatismes en fait, qui sont là pour confirmer le false self, en fait, ça focalise. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une histoire de 99% de notre attention. Ça va avoir tendance à figer notre attention sur ce complexe, en fait, cette dynamique. C'est comme si ça aspire notre attention. C'est créé à l'intérieur de nous tout un ensemble de mécanismes de surveillance. Vous voyez, on fait ce mouvement-là depuis tout à l'heure pour essayer de montrer comme quelque chose qui balaye, qui surveille, qui reste en alerte, parce que y a plein de trucs qui ont été pris comme des dangers et y a quelque chose qui n'a pas envie de les revivre. Et plus le temps passe, du moins sans accompagnement en tout cas, plus le temps passe et plus il y a besoin de prêter attention à plein de trucs parce qu'il y a plein de dangers partout, croit-il. Et ça bouffe de l'attention, quoi. Ça utilise, ça monopolise toute la faculté naturelle attention. Ouais. Et donc du coup, en effet, c'est figé, l'attention est mobilisée principalement par cette dynamique false score, false self, et on se retrouve facilement dans une situation où on a très peu d'attention qui va sur les sens et aussi assez peu d'attention qui va sur le corps. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans nos sensations physiques, on marche, on ne se rend plus compte qu'on est vraiment dans notre corps, on va plutôt être dans nos pensées, dans cette dynamique en fait, qui va se passer. Donc cette identification, au final, qu'est-ce qui est fait? Elle contribue à confirmer le false score, puisqu'on est dedans en permanence, donc en fait on lui accorde tellement d'attention que du coup ça ne fait que jouer le jeu et de renforcer à la fois la false score et le false self.
qu'est-ce que ça donne en notion de conséquence? C'est que du coup, le fait d'avoir une attention qui est fixée sur cet ego, sur cette false core et cette false self, du coup, on va se retrouver enfermé dans une manière de se voir, dans une manière de voir le monde, dans une manière de se croire vu par le monde, en fait, via des automatismes qui vont être sous forme d'habitude, sous forme de croyances, d'opinions, de convictions, de ressentis. Donc là, on voit les trois plans, c'est-à-dire il y a les actions d'un côté, il y a l'aspect un peu mental avec des croyances, des opinions, des convictions qui vont nous faire voir la réalité sous cet aspect-là, sous l'aspect des pensées, et l'aspect un peu émotionnel, ressenti, qui va nous faire, parce que si par exemple, qui découle des chaînes d'association, si par exemple je vis un événement particulier qui déclenche, il y a un objet dans la situation que je vois qui va déclencher un automatisme que j'ai mis en place dans mon false self, en fait, cet automatisme-là, il peut être sur tous les plans en même temps. Je vais avoir une réaction, par exemple, de fuite. Je me sauve de la situation pour ne pas être confronté plus longtemps à cet état inconfortable. En même temps, je me dis « Ah, mais ouais, mais qu'est-ce que je suis faible ou qu'est-ce que je suis vulnérable ?» Et donc, là, je suis en train de confirmer la false core à ce moment-là. Et dans le ressenti, en fait, dans l'association, ça me fait faire une régression en âge dans l'événement qui est le plus proche de ce que je suis en train de vivre. Et donc, du coup, là, on est complètement coupé du moment présent et de la réalité parce qu'on est parti dans, entre guillemets, la dynamique du false core, false self, et on n'a pas de prise de recul parce qu'on est complètement identifié dedans, donc on est enfermé et on est embarqué par tout ce que ça engendre, toutes les associations qui sont camouflées derrière et qui se déclenchent en automatique. C'est comme ça qu'on peut se retrouver dans des situations, des fois, je pense que tout le monde l'a plus ou moins vécu, on se retrouve des fois dans des situations, on ne sait pas pourquoi, on va ressentir par exemple une émotion, et on se dit mais je ne comprends pas, je me sens en stress, tout ça. Au final, il n'y a rien, parce qu'on n'a pas identifié, on n'a pas vu, inconsciemment, il y a un élément déclencheur dans la situation qui évoque une scène, par exemple, du passé qui nous a été inconfortable, et peut-être plusieurs, et du coup, l'émotion, en fait, revient, en fait, se upload, se recharge, entre guillemets, alors qu'en fait, si on prend juste un petit peu de recul sur la situation, on se dit, mais dans les faits, il n'y avait rien qui pouvait m'amener à être en situation de stress dans cette situation-là. Les gens étaient bienveillants avec moi, il n'y avait pas de raison, mais ben voilà, il suffisait par exemple qu'il y ait une association dans l'esprit qui faisait qu'il y avait une association sur un pot de fleurs, j'en sais rien, et le pot de fleurs a déclenché plein de trucs qui sont en lien avec des choses avec une autre scène qui, elle, a été vécue, qui était traumatisante. Et là, dans une expérience comme ça, on a tous les mécanismes de surveillance qui font « Mayday », qui se rallument. Et nous, qu'est-ce qu'on vit? Eh ben, les mécanismes de réaction au stress. On a envie de foutre le camp. Ou alors, on a une grosse montée d'anxiété, qui est le corollaire de la fuite. Ou alors, on se dit « Oh là là, je me sens super stressé, il n'y a aucune raison ». Ou alors, on se dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, je ne sais pas ce qu'il faut faire ». Donc, on s'immobilise, etc., etc. Et dans le vécu subjectif, on se dit « J'ai une grosse montée de stress, là, j'ai de l'anxiété, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas ce qui se passe ». Et on a tous les mécanismes de surveillance qui se sont rallumés en même temps. Et toutes les associations, en effet, qui étaient derrière, qui se sont rallumées d'un coup. Donc c'est vrai que selon... si sur un objet particulier, sur quelque chose de particulier, on a énormément d'associations, ça peut donner quelque chose, en effet, qui peut être assez, entre guillemets, explosif, selon ce qu'on a associé, en fait. Ça peut vraiment engendrer un état ultra inconfortable. Donc après, ça va dépendre, en fait, de comment on a fait les associations. Et vous voyez, avec cette histoire d'attention, avant qu'on passe à la slide d'après, avec cette histoire d'attention, nous venons de basculer de ce que nous avons dit avant, qui est la psychologie occidentale, à la psychologie indienne, héritée de l'enseignant de Wolinski. Là, on est typiquement dans de la psychodynamique indienne, type Advaita Vedanta. On a fait rentrer le jeu de l'attention comme étant clé dans des mécanismes apparemment identitaires et comportementaux. Et il y a une solution. Ouais. On va se dire comment on va faire du coup. Et c'est là qu'il y a une solution. Et du coup, juste avant de passer à la solution, le dernier point par rapport à ce modèle du monde qui nous enferme dans quelque chose, du coup, il nous enferme il nous enferme et il nous empêche de vivre quoi? Il va nous empêcher de vivre justement les qualités essentielles dans son corps et de se sentir vivant, comme tu l'exposais la semaine dernière dans le cours, où par rapport aux travaux de Winnicott, il disait un élément qui était redondant dans les personnes qu'il avait suivies était que au moment où elles sont connectées à
elles sont plus identifiées à leur false self, elles sont dans leur true self. Du coup, à ce moment-là, la personne se sent vivante en fait intérieurement. Il y a quelque chose qui, c'est vrai que si on compare d'un côté des automatismes qui nous viennent, qui sont un peu machinales, d'une certaine manière un peu robotiques, et avec quelque chose où en fait on est connecté avec les réalités, avec vraiment ce qui se passe, sans déclencher quelque chose d'automatique et de vivre ce qui est en train de se passer, c'est vrai que ça fait une différence. Et là on comprend aussi toutes les approches qui sont en lien avec l'histoire du moment présent, c'est-à-dire en effet, est-ce que je suis connecté avec vraiment ce qui se passe ou est-ce que je suis connecté à des automatismes qui sont en référence avec plein de choses qui nous ramènent dans le passé en fait. Ouais, encore faudrait-il qu'on nous explique clairement ce que ça veut dire. Quand Oui. on nous dit remets-toi dans l'instant présent. Ouais. C'est une autre histoire. On peut refaire un... Ouais, tout à fait. Solution. Du coup, ce qu'évoque Wolinski, en fait, il dit, du coup, la clé, en fait, c'est de se libérer la fixation de son attention, et pour passer d'une situation où on a une attention qui va avoir tendance à se focaliser majoritairement en fait sur le complexe false core, false self, à un état où en fait notre attention est libre, et en fonction de ce qu'il se passe, vu qu'on n'est pas identifié à son complexe false core, false self, on peut mettre son attention en partie sur les différents aspects, donc sur le corps, dans mon ressenti, en étant dans l'essence, c'est-à-dire en ne mettant pas d'étiquette et en se distinguant, en cherchant pas à se distinguer des autres, mais en vivant ce qui est en train de se passer, en étant avec eux. Mais le false core sera toujours là. Mais le fait de ne pas avoir son attention focalisée complètement dessus et de ne pas y être identifié, en fait, le false core, les informations qu'il va pouvoir nous amener, en fait, ne sont qu'un type d'information parmi d'autres, et donc on peut faire le tri. Il y a une sorte d'objectivité qui se met en place parce qu'on est sorti de cette subjectivité enfermante qui est liée à cette histoire de dynamique entre le false core et le false self. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Je trouve Alors, long problème, courte solution. Mais c'est faux, encore faut-il le savoir. Mais bon, on y viendra après dans les perspectives. Alors Stephen Wolinski, comme on disait tout à l'heure, il a été plusieurs années auprès de Sri Nisargadatta Maharaja. Il redonne souvent deux phrases clés de Nisargadatta Maharaja qui étaient « Pour lâcher quelque chose, vous devez d'abord savoir ce que c'est ». Et l'autre phrase « Vous pouvez découvrir ce que vous êtes en découvrant d'abord ce que vous n'êtes pas ». Donc là, on voit bien le fait qu'on s'identifie à l'ego. En fait, on se prend pour ça, et en même temps, tant qu'on ne voit pas que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment ce qu'on est, mais quelque chose à quoi on est identifié, en fait, on ne peut pas vraiment s'en détacher, s'en désidentifier. Alors l'attention, si on vient à la situation justement d'attention libre, où on peut mettre son attention où on veut, et en fait, on n'est plus emporté, notre attention n'est plus emportée, n'est plus sous l'emprise du false core, false self, mais c'est nous qui décidons où on met notre attention. En fait, cette désidentification à l'ego donne la possibilité de répartir son attention, en effet, sur les trois entre guillemets, niveaux qu'on a cités depuis le début du cours, qui sont l'essence, l'ego et le corps. Et on peut la réguler aussi en fonction de l'expérience vécue. Si à un moment donné, je suis en train de faire une activité physique, je peux concentrer mon attention quasiment presque à 100% sur le corps. Je focalise mon attention uniquement sur le corps et je sais où sont vraiment mes limites et je ne m'embarque pas dans quelque chose qui va, à un moment donné, valider mon false core. Parce que du coup, je sens mes limites vraiment physiques. Alors que si mon attention est focalisée que sur l'ego, en fait, je vais avoir tendance à à vouloir tellement prouver quelque chose, je n'entends pas les limites de mon corps et alors là, je vais à la casse. Et donc, si par exemple, on reprend notre exemple de « je suis impuissant » ou un autre « je suis incapable », si je vais trop loin, en fait, j'épuise le corps en fait, finit par tomber à un moment donné d'épuisement, et là, à ce moment-là, paf, je recontacte de nouveau le false core et je remets en place une nouvelle comment je peux éviter ça dans le futur. Donc, voilà, l'attention libre, ça va être justement de pouvoir ne pas se laisser emporter par on va dire le modèle du monde que propose le false core, false self. Et donc l'ego, par contre, il est toujours là. Le but, c'est pas de s'en débarrasser, c'est juste de ne pas être sous son emprise et de pouvoir donner une partie de son attention
au corps et aux qualités essentielles dont on a cité au début par rapport à l'essence, et de s'ouvrir à une perception plus large de l'expérience, donc d'avoir les données de l'ego, qui va nous remonter des informations automatiques, d'être connecté en même temps, d'être avec les autres, de ne pas être absolument dans une séparation et de vouloir se distinguer des autres, et d'être connecté aussi à ses ressentis, à son corps. Ce sont des approches très respectueuses de ce que nous sommes dans toute notre complexité. Il ne s'agit pas dans une approche comme ça de tuer l'ego, de dissoudre l'ego. Bouh, l'ego, pas bien l'ego. Vous voyez, on recommence encore le jeu, quoi. Non, non, c'est là, c'est OK, c'est là. Il n'y a pas que ça, mais c'est là. Et voilà, on va faire avec tout ça. Vous voyez, par exemple, attention sur le corps, etc. On arrive sur des notions de désidentification qui marchent avec un changement d'attention. C'est bizarre hein, pour nous occidentaux, ces idées-là. La notion d'un jeu, avec toutes les problématiques que ça cause, qui est en lien avec l'attention. Mais Assagioli, source de Wolinski, il nous racontait la même chose, juste il n'a pas théorisé sur l'attention, mais il nous racontait la même chose. Il nous proposait, exemple de désidentification, passer de « je suis désespéré » à « une vague de désespoir me submerge ». Eh bien, nous sommes passés d'une attention sur l'ego à une attention sur le corps. Ce que je regarde, ce n'est plus le fait que je suis désespéré. Ce que je regarde, c'est le fait qu'une vague de désespoir, généralement c'est une sensation quand même, hein, me submerge le je. Et puis, Assagioli disait ça nous permettra d'aller plus loin, et là on va retrouver l'essence. Une vague de désespoir essaye de me submerger. Et là, on retrouve des qualités, qualité d'espace, qualité de patience, qualité de recul, qualité d'attention. Là, on voit chez Wolinski une mise en application directe par mécanisme attentionnel de ce que Assagioli nous vendait sous le terme désidentification. On se demandait un peu, mais il faut faire quoi, en fait, au niveau concret ? En fait, dans la démarche du coup pour se désidentifier, du coup la première étape en fait dans l'approche que propose Wolinski, c'est de déceler son false score en fait. Donc ce qui se joue vraiment profondément dans la structuration de notre psychodynamique. Ensuite, une fois qu'on en a conscience, de ne pas vouloir s'en débarrasser, parce que là, du coup, on fait le jeu du false self qui veut justement la surmonter et l'éviter, mais d'être plutôt dans un état d'observation, d'étudier, d'éplucher un petit peu comment notre false score, false self, fonctionne en fait. De voir ça à travers, comme on disait tout à l'heure, comment dans notre modèle du monde, ça s'exprime. Ensuite, du coup, en voyant comment il fonctionne, pouvoir se désidentifier en ne se prenant plus pour le false score, false self, pour éviter d'être sous l'emprise, comme on disait tout à l'heure, sous son emprise et sous l'emprise de ses automatismes notamment. Ensuite, par rapport à tout ce qu'on voit dans la manière dont il fonctionne, de démanteler les associations qui sont absurdes. Puisque comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple, il y avait une association qui était du « j'ai vécu une agression », du coup j'en déduis, je me convainc que tous les hommes sont violents et agressifs, donc je me coupe en fait de toute expérience, de toute interaction avec, du coup, avec les personnes, les hommes que je vais rencontrer dans ma vie professionnelle, et tout ça, parce qu'il y a ce truc-là qui va être en vigilance, en méfiance. Donc le but c'est, il y a des associations qui sont bonnes, comme on disait tout à l'heure par rapport à l'exemple de la serrure. Donc là, c'est un automatisme en fait, qui nous permet d'être adaptés au monde dans une relation avec un objet particulier. Et il y en a d'autres qui sont complètement absurdes. Et donc là, à ce moment-là, c'est les identifier et les démanteler en voyant que, en fait, elles nous limitent, elles nous enferment dans quelque chose, plutôt que nous permettre de vivre ce qu'on est en train de vivre à un instant donné. Et du coup, de développer, le dernier point, c'est développer en se désidentifiant, d'être plus vigilant à l'attention qu'on accorde au corps et aux qualités essentielles de l'essence. En pouvant, en déportant par soi-même, via sa volonté, là où on veut focaliser son attention par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Un rappel sur ce que nous propose Wolinski, c'est un pur ericksonien. C'est pas, pour Wolinski, c'est pas de la théorie. Et là, ce soir, on n'a pas le temps, mais je vous renvoie à ces ouvrages. Il y a des applications pratiques pour toutes ces choses-là. Par exemple, des jeux de visualisation d'une version de soi passée, d'une version de soi future, des qualités qui sont disponibles.
Antoine nous avait présenté ça l'année dernière en séquençage de structure hypnotique. Il nous avait donné un exemple. On a tous vu à quel point c'était puissant, les outils de Wolinski, les outils d'hypnose de Wolinski. Donc, ce que nous propose Wolinski, ce n'est pas ici de la théorie, mais ce sont des outils, on pourrait dire entre guillemets des protocoles ou des techniques hypnotiques pour mettre en action tout cela. Elles sont surtout proposées dans son premier ouvrage, justement, Transpeople Live. Yes. Transpeople Live, celui qui était le premier cité tout à l'heure au début du cours. Et maintenant, après 1h15 de cours, vous pensez en être à peu près à 40 minutes ici. Je vous propose que nous prenions 30 secondes pour respirer. Voilà. Et maintenant, du coup, en troisième partie de cette présentation sur le travail de Wolinski, sur les recherches qu'Antoine et moi-même avons fait sur le travail de Wolinski, quelques perspectives et applications à partir de ce travail que nous venons de vous présenter. La grille de lecture de Wolinski n'est qu'une grille de lecture. Il ne s'agit pas d'un dogme. C'est une grille de lecture et en préparant ce cours avec Antoine, j'ai pris le temps de discuter avec le reste de notre petite équipe hypnologie ici à l'Arche. Et on s'est dit que c'était important quand même de préciser cela. C'est une grille de lecture, on peut l'appliquer, on peut ne pas l'appliquer, mais on ne voudrait pas transmettre tout cela et rendre les personnes qui pourraient regarder cette vidéo ou les personnes qui s'intéressent ici à ce sujet, rendre ces personnes dogmatiques sur ce sujet. Cette grille de lecture, ce n'est qu'une grille de lecture parmi d'autres. Personnellement, je pense que ça vaut le coup de l'étudier. Mais ce n'est qu'une grille de lecture. Cette grille de lecture en particulier, elle facilite un très profond travail sur l'identité. Sur certains types de demandes et d'objectifs, elle sera assez peu utile, elle ne sera pas très utile. Par exemple, si j'ai un réflexe conditionné de me sentir fatigué dans une pièce, parce que la première fois que je suis allé dans cette pièce, j'étais fatigué, la deuxième fois j'étais fatigué, la troisième fois j'y étais pas, mais par réflexe conditionné, ça m'a fatigué, et puis j'ai répété ça et cette pièce me fatigue. Si j'ai des réflexes conditionnés comme ça, je peux me faire accompagner en hypnose pour enlever cet ancrage, pour désassocier, mais on n'est pas vraiment au niveau de l'identité du false self, false core. Voilà un exemple où ça ne s'appliquerait vraiment pas, ce type de grille de lecture. Mais pour d'autres types de demandes et d'objectifs, elle peut s'avérer fondamentale, capitale. Par exemple, pour prendre encore un extrême, par exemple pour les grosses crises identitaires. En pratique, quand on est en train de travailler en tant que praticien avec un client en cabinet, avant détermination d'objectif, il y a une demande qui est formulée. Les personnes viennent avec une demande particulière. Et avec un jeu d'anamnèse qu'on appelle détermination d'objectifs, on va identifier quels sont les objectifs qui sont sous-jacents et les motivations qui sont sous-jacentes à cette demande. Et ces objectifs et ces motivations, on peut les voir sous différents niveaux logiques. C'est le travail de Robert Dills que la plupart d'entre vous ont étudié et que, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez retrouver dans le PDF et les vidéos des cours que j'ai donnés l'année dernière. Les différents niveaux logiques des objectifs et des motivations, eh bien, ces différents niveaux logiques d'objectifs et de motivation, ils ont des relations avec le false self et le false core. Donc, un client vient avec une demande, on pourrait dire de surface, c'est la demande qu'il va formuler. Et dans le jeu d'anamnèse, on va voir que sous cette demande, il y a un objectif beaucoup plus important que cette demande de surface qui est formulée, et qu'il y a tout un ensemble de motivations qui sous-tendent cette demande et l'objectif que nous allons déterminer. Ces objectifs et ces motivations, on peut les voir sous forme de niveau logique. Ça va jusqu'ici? Ok, alors accrochez-vous. Voilà quelques exemples pour distinguer la présence du false self, false core selon les différents niveaux logiques de l'objectif et des motivations. Récapitulons. Les demandes formulées, c'est l'objectif de surface avant la détermination d'objectif.
L'objectif, c'est ce qu'on souhaite atteindre en vrai, mais on ne savait pas vraiment qu'avec la demande de surface, c'était ça qu'on voulait atteindre en vrai. C'est le vrai état désiré qu'on va futuriser. Les motivations, c'est la raison pour laquelle on souhaite atteindre cet objectif. Ce sont les raisons et les stratégies inconscientes qui nous ont fait formuler cette demande. Ça vous va? C'est clair? Ok. Alors, prenons quelques exemples pour distinguer la présence du false core, false self selon les niveaux logiques des objectifs et des motivations. Par exemple, si nous sommes dans les niveaux logiques du comportement, en dehors du false self, false core, eh bien, c'est l'exemple que je vous donnais. Des ancrages de réactions, d'émotions, de sensations qui sont liés à un lieu particulier par un strict conditionnement pavlovien. Eh bien, là, on n'aura pas spécialement besoin de travailler avec le false self, false core. Prenons un deuxième exemple. Un exemple où il y a des croyances limitantes qui sont issues du false self, false core et qui sont source de comportements automatiques. C'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Eh bien, par exemple, on pourrait avoir un enchaînement logique de type « j'ai un comportement issu du false self, false core », cela crée une problématique autre que le false self, false core, et cette problématique se lie à la demande formulée de surface. Alors prenons un exemple. Comportement issu du false self, false core, j'aide trop les autres. Peut-être par exemple parce que je crois qu'il n'y a pas d'amour et je veux être aimé. Pour compenser cela, j'aide trop les autres. Et problématique, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher d'aider trop les autres. Et grosse problématique, je ne peux pas m'empêcher de le faire et je suis épuisé. Demande de surface formulée, j'ai besoin de me reposer. Demande de surface formulée, j'ai besoin de me reposer et je ne m'explique pas pourquoi quand je suis épuisé, je continue à aider les autres, c'est plus fort que moi. Et là, on voit qu'à la racine de tout ça, il y a une problématique autre que le false core, false self, qui a comme origine le false core, false self. Vous suivez toujours? Là, on serait au niveau croyance limitante. Troisième niveau, du strictement identitaire, où là, on est en plein dans le false core, false self, où là, peut-être que la demande de surface va directement exprimer le faux self, et donc en corollaire, le false core. Par exemple, alors exemple vraiment concret, la suppression d'une activité ou d'un contexte qui permettait d'entretenir la dynamique false core, false self. Par exemple, j'aidais les autres dans mon métier, on me fout à la porte de mon métier, je ne peux plus aider, et j'aidais les autres. Pourquoi? Parce que je croyais que je n'avais aucune valeur, j'avais besoin de prouver aux autres et à moi que j'ai de la valeur, donc j'aidais les autres sans cesse, j'assouvissais mon false self, false core dans mon métier, on m'a mis à la porte, je ne peux plus aider, je n'ai plus aucune valeur. Et là, c'est la grosse angoisse, et c'est la grosse crise d'identité, je ne sais plus qui je suis. Autre exemple dans le même thématique de type travail, mon travail, il assouvit mon besoin de montrer aux autres ma puissance. Je suis puissant, j'ai du pouvoir, ma signature vaut quelque chose, les gens m'écoutent, etc. Mon travail assouvit mon besoin de puissance, je pars en retraite. Aïe, ça fait mal, je ne sais plus qui je suis. Parce que ce qui permettait d'entretenir le false self, false core, le contexte qui permettait cela, n'est plus présent. Et là, on est directement au niveau de l'identité. Je ne peux plus montrer aux autres que je sers à quelque chose et que je suis puissant. Crise identitaire. On voit ici différents types de niveaux, comportemental, croyances limitantes, identitaires, dans lesquels les false self, false core vont être incrustés dans les niveaux logiques, non pas de la demande formulée, mais de l'objectif et de la motivation, qui sont sous-jacents à la demande formulée de surface. Et là, on voit qu'on a besoin de notre outil, la détermination d'objectifs, pour aller regarder ce qui se passe en dessous d'une demande de surface. Parce que ça peut être du pur comportemental pavlovien, mais à demande égale, ça peut être complètement identitaire. Et là, bien sûr, on a besoin d'aller déterminer les objectifs et les motivations inconscientes. Cela nous ouvre la porte à se dire qu'avec notre approche hypnotique ericksonienne, post-ericksonienne peut-être, nous pourrions, ce n'est qu'un exemple, nous pourrions déterminer différents types d'accompagnement. Par exemple, on pourrait identifier différents types d'accompagnement à demande égale par la durée de l'accompagnement et les stratégies de l'accompagnement. Si on reprend ce qu'on a dit avant, en fonction des niveaux logiques des objectifs inconscients et des motivations inconscientes d'une demande formulée, eh bien, on pourrait se dire que par exemple pour des ancrages contextuels pavloviens, une ou quelques séances, ça devrait aller, quoi.
Mais si on est vraiment dans quelque chose de type grosse crise d'identité, là, on aura besoin d'un accompagnement de plus long terme. Parce que le client, il ne va pas laisser l'accès comme ça au false self, false score en 2 minutes et dire « Ah oui, c'était une fausse croyance, je me suis leurré sur moi-même toute ma vie. Bah oui, pas de problème, passons à autre chose. » Non, 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 non. Là, il va y avoir des résistances, là, il va y avoir du déni, là, il va y avoir besoin d'une relation thérapeutique ou d'une relation d'accompagnement, de confiance pour pouvoir livrer petit à petit à l'alter ego qui est l'accompagnant, mais aussi à soi-même le client, le fait qu'il y a quelque chose qui est complètement erroné depuis le point de départ de toute cette histoire qui s'appelle l'existence de ce client. Là, ça peut prendre du temps. Alors, on pourrait dire durée typique des thérapies brèves, quoi, hein, selon les écoles, de 6 mois à 2 ans. Alors ça, c'est un peu nouveau dans une école d'hypnothérapie ou d'accompagnement par hypnose ericksonienne. L'idée qu'on pourrait travailler pendant 2 ans avec quelqu'un, là, on sort complètement du dogme. En quelques séances, tout sera réglé, quoi. Bah oui, parce que là, on prouve pourquoi, en fait. On pourrait voir plusieurs types d'accompagnement. Je le dis de manière un peu extrême, hein, de une séance à travailler pendant 2 ans, il y a peut-être quand même des paliers, mais finalement 2 ans en voyant les personnes une fois par mois, c'est jamais qu'une vingtaine de séances. Hein. Bon, 3 petits points. Quelques arguments en faveur d'une possible plus longue temporalité en fonction des thématiques. Je vous le disais, hein, des mécanismes de résistance sur des travaux de nature identitaire, parce qu'on va en prendre soin des systèmes de défense. On ne va pas agir comme des guerriers, essayer de casser la personne et ses systèmes de défense. D'autre part, pour repérer les mécanismes inconscients faux self, false score, ça prend du temps, notamment en dehors des séances. Vous pouvez détecter votre false self et votre false score, hein, vous en avez pour des mois et des mois à voir à quel point c'est présent partout. En général, c'est assez amusant, en fait. On peut changer en trouvant ça marrant nos difficultés, en fait. Et puis aussi, reconstruire le système attentionnel, apprendre à passer de focalisation de l'attention sur ego à réapprendre à prêter attention à son corps, réapprendre à prêter attention à ses qualités naturelles, prendre le temps d'apprendre à nouveau cela, ça prend du temps. Et Milton Erickson, il pointait cette notion-là, réapprentissage, rééducation. Maintenant, il y a un enjeu principal dans ce qu'on a présenté ce soir dans le travail de Wolinski, c'est l'enjeu en accompagnement de ne pas renforcer l'ego au sens false self, false score. C'est un des enjeux majeurs, il est relatif à ce qu'on appelle dans la détermination d'objectifs l'écologie psychologique. Ceux qui ont étudié un peu d'hypnose connaissent cette notion d'écologie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je ne vais pas prendre le temps de la décrire ce soir parce qu'on est un peu en retard. Il y a une question d'écologie qui est primordiale pour accompagner un individu vers son bien-être personnel et son bien-être systémique. Or, les sujets, les clients, ils ne connaissent pas leur false self, false score. Donc vous pouvez toujours leur demander « Est-ce que ce sera bien pour toi ce changement dans tous tes environnements ?» Ils répondent du point de vue du faux self. On pourrait même dire, c'est le faux self qui répond à la question, donc c'est mal barré. Ils n'ont pas accès dans leur identité à une écologie complète qui tienne compte du false self, false score. Et la conséquence à ça, c'est que la détermination d'objectifs, elle emmène à déterminer un objectif qui soit exprimé par le false self, false score, par l'ego, un objectif qui soit déterminé par automatisme, et qui va renforcer la dynamique false self, false score. Et Winnicott parlait de ça. Winnicott disait, voilà pourquoi, à l'époque de la psychanalyse, voilà pourquoi avec des faux self, il y a des analyses qui durent des années et qui ne donnent aucun résultat. On en entend beaucoup parler de celle-là. Hein. On entend moins parler des analyses qui donnent de profonds résultats libérateurs. Et on a tendance à dire, oh, la psychanalyse, c'est mauvais, c'est nul, ça ne marche pas, etc. Quelle position hâtive. Voilà un exemple qu'avait montré Winnicott et qu'on peut ramener dans l'hypnose ericksonienne, dans cette discipline où on manque tellement de critères d'évaluation concrets pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas et sur quels termes ça se pérennise les changements. Eh bien, voilà un risque possible que les objectifs déterminés le soient par le faux self, dans une dynamique faux self, false score, qui fait que toutes les solutions imaginées par le client vont renforcer le faux self, false score. Soulagement immédiat, mais renforcement à plus long terme du false self, false score. Et attention, hein, je ne suis pas en train de dire ça de manière dogmatique, il n'y a pas de mal à faire du soulagement immédiat. Il n'y a pas de mal à se décoller d'une souffrance qui est insupportable au présent, quitte même à renforcer d'autres mécanismes. Ce n'est pas un
tort. Donc on ne va pas non plus faire un dogme de dire « Oh mon Dieu, toutes les déterminations d'objectifs sont erronées ». Ce n'est pas cet extrême-là non plus. On dit juste que là, on montre qu'il y a des questions qu'on pourrait se poser du point de vue d'une psychodynamique qui est particulièrement aboutie. Alors prenons quelques exemples de renforcement. J'ai pris des exemples très caricaturaux. Au niveau logique, comportement, capacité. Faux self, je dois prouver que je suis capable. Aboutissement de l'ADO, donc de ce point de vue-là, après toutes les questions que vous m'avez posées, ce que je veux en vrai, c'est avoir plus de confiance en moi et en la valeur de mon travail. Oui, ouais, mais le faux self, c'est je dois prouver que je suis capable. Donc là, on va renforcer le faux self. Deuxième exemple, au niveau des capacités et des valeurs, faux self, je dois prouver que je suis relié aux autres. False score, je me sens seul. Faux self, je dois prouver que je suis relié aux autres. Fin de l'ADO, je ne vais pas remimer l'échange. Fin de l'ADO, mon objectif, donc, c'est me sentir intégré par les autres sans avoir à me suradapter à eux. Ça sonne bien, hein? Ça a l'air cool, hein? Mais pour celui qui a le faux self, je dois prouver que je suis relié aux autres, on est en train de renforcer le faux self. Troisième exemple, au niveau, c'est pas vraiment un niveau logique, mais au niveau des émotions et des réactions automatisées, faux self, je dois prouver que je suis aimable et aimant, je dois prouver que l'amour existe. Fin de détermination d'objectif, je veux donc mieux gérer ma colère et ne plus avoir de réactions blessantes pour les autres. Bah oui, tu m'étonnes, le faux self, c'est je dois prouver que je suis aimable et aimant. Et encore une fois, on va travailler avec une personne en transhypnotique sur l'objectif déterminé avec des jeux de recadrage, anamnèse, etc. Mais là, on va renforcer le faux self. Et que faire de tout ça, chers amis? Eh bien ça, c'est la question que chacun peut se poser dans son travail et dans sa pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? La question reste ouverte. Alors, d'autres perspectives en termes de ce jeu entre attention, identification et désidentification. On a vu tout à l'heure comment le dispositif de surveillance, de toute façon, il va toujours renvoyer à la même chose. Faire continuer le faux self dans sa routine habituelle ou alors renforcer le false score, là où c'est encore pire et ça picote. Avec parfois des mécanismes de réaction au stress entre les deux. Et du point de vue de Wolinski, du point de vue de toute cette psychodynamique, il n'y a pas de sortie à ce mode de fonctionnement. Tant qu'on sera dans ce mode de fonctionnement, ça continuera comme ça. Je ne dis pas que c'est un dogme, j'aurais pris le temps de le dire plusieurs fois. C'est ce que montre la psychodynamique et tout à l'heure on l'a prouvé, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais on a fait une démonstration logique de pourquoi il n'y a pas de mode de sortie de ce mode de fonctionnement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est changer le mode d'attention. Là où on est collé comme s'il n'y avait qu'un seul plan qui est ce mode de fonctionnement de mise en place de système de surveillance, on va pouvoir changer de mode d'attention, se décoller d'un mode de fonctionnement où toute l'attention est sur le false self et le false score et revenir, comme vous l'expliquait Antoine tout à l'heure, à laisser de l'attention aller sur le corps et laisser de l'attention aller sur les sens. Mais le point de départ, soyons clairs, hein, le point de départ de revenir sur le corps, ça va être un corps qui n'est pas content. Hein. Ça c'est clair. Hein, parce qu'il envoie des signaux de ça va pas depuis pas mal de temps et on ne le ressentait plus, on n'arrivait plus à y mettre d'attention. De la même chose pour les sens, revenir aux qualités d'amour, d'humilité, de tranquillité, de félicité, de joie, de béatitude, qu'on est en train de se dire « à la force, je déteste tout le monde, je me supporte plus non plus, j'ai juste envie que tout ça s'arrête », bah, ça peut être très douloureux de se dire « mais en fait, il y a tout ça et je me suis coupé l'accès ». Donc, le point de départ de revenir à une autre attention, bah, ça peut passer par « faut accepter d'aller taper là où ça fait mal », pour que juste derrière, il y ait un soulagement possible. Alors, encore une fois, on pourrait se dire, mais il est joli ton schéma désidentification, changement d'attention, mais on fait quoi de manière concrète pour aller dans ces désidentifications qui sont des jeux de changement attentionnel? Eh bien, on fait quoi? On place l'attention sur autre chose. Des entraînements de l'attention, il y en a qui sont proposés dans les méditations qui vont observer les émotions, dans le yoga, dans le travail sur le souffle, dans les arts martiaux internes avec une attention accrue sur le corps, dans les arts martiaux externes avec une attention accrue sur les émotions et sur la relation dans l'expression des émotions. Et toutes ces différentes techniques, on a tendance à se dire « c'est bizarre, elles ont un lien avec la transe, elles ont un lien avec l'hypnose ». Oui, ce sont des décalages attentionnels qui vont faire arrêter de surfocaliser sur false score, false self et qui vont ramener au corps
et aux qualités naturelles qui coexistent à côté de ces mécanismes de false core, false self. Le retour de l'attention sur le corps et sur ses qualités inhérentes, ça va créer des relâchements physiques, des relâchements psychologiques, des relâchements émotionnels. Ça va créer naturellement une cessation de s'identifier automatiquement à toutes nos patterns associatives. Elles sont toujours là, mais on arrête de croire que c'est nous. Et ça va être un facteur de mieux-être psychologique. Et on peut le retrouver dans toutes ces traditions, mais on peut aussi le retrouver dans les pratiques qu'on dit chamaniques, qui vont travailler avec différents types de plantes. On peut le retrouver dans les pratiques qui vont travailler avec des types de rituels, comme dans le paganisme. En fait, on retrouve ça dans tout ce qui nous semble utiliser des techniques de transe. Et ces différentes transes, qu'elles soient hypnotiques, chamaniques, tantriques, méditatives, sportives, artistiques, ces transes, elles ont des points communs. Elles créent un décalage attentionnel. Il suffit de peindre, hein, de suivre son pinceau, vous allez vite voir que vous arrêtez de vous identifier à false core, false self, vous allez vite revenir à votre corps et à des qualités de fluidité et de spontanéité. Elle crée des décalages attentionnels de l'état habituel d'attention, du mode attentionnel habituel qu'on a tendance à appeler l'état de conscience normale. Ces trans, elles sont en soi source de bien-être psychophysique. Et ça, Milton Erickson le disait, cet état en soi, il est thérapeutique. Et Roustan, il a pris du temps aussi à décrire ces choses-là, à dire, du point de vue de Roustan, à dire l'analyse, la logique, psychodynamique, etc., c'est une chose, pourquoi pas? Mais il y a aussi le fait que cet état, il fait du bien, et c'est très mystérieux. Mais soyons honnêtes, ça fait 2500 ans qu'on nous la raconte, cette histoire, en fait, que cet état de transe introspective, méditative, faculté de placer l'attention sur le corps et sur des qualités naturelles, c'est l'ultime état thérapeutique. Donc là, on est en train d'inventer l'eau chaude, quoi. On a bu de l'eau froide un peu trop longtemps, en fait. Et par relâchement de l'attention à l'ego, cet état qu'on appelle transe, ces trans au pluriel, ces hypnoses au pluriel, elles vont créer du recul, de la perspective et des ressources. Ça va jusque-là? On est presque au point d'arrivée. Et de tout ça, et je te remercie à nouveau pour tout ce travail qu'on fait depuis 1 an et demi, de tout ça, on peut voir un modèle très simple qui émerge. Il y a l'identité. Et puis, en dessous de l'identité, il y a un sas entre l'identité et quelque chose qui est en dessous, qui est une forme d'inconscient. Et un inconscient qui est assez identitaire. Et dedans, il y a des moteurs d'action, c'est le false core. Il y a des moteurs compensateurs, c'est le false self. Il y a des associations, mais elles ont toujours une intention protectrice, ces associations. Elles essayent de nous protéger pour qu'on ne se prenne pas des dangers qui nous font du mal. Il y a quelque chose qui dit « je » aussi, dans cet inconscient identitaire. Il y a des patterns associatifs, des automatisations qui se mettent en place, des fois positives, des fois neutres, des fois assez négatives. Il y a plein de ressources aussi là-dedans, mais dans cet inconscient qu'on pourrait dire identitaire, les tentatives de solution qui font du bien, elles renforcent le false core et le false self. Et on a vu la limite de ça tout à l'heure. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un autre sas en dessous de ce niveau. Il y a un autre sas qui mène à une autre forme d'inconscient qu'on pourrait dire, j'ai mis un mot ici, mais qu'on pourrait dire, qui est comme un inconscient source, dans lequel il y a d'autres types de ressources, dans lesquelles il y a des qualités naturelles. Dans certaines traditions, on appelle ça des qualités éveillées, dans lequel il y a une non-différenciation du sujet et d'un objet, dans lequel il y a le corps avec toutes ses sensations tel qu'il est en train de les générer et de les expérimenter. Et si on regarde ces différents niveaux avec différents types de sas, eh bien, nous avons une map complète de l'inconscient unconscious mind de chez Erickson, qui n'est pas une instance, mais qui est une dynamique, avec des mouvements, des lieux dans lesquels il y a des ressources qui peuvent se déplacer et être réacquises temporairement par l'identité. De ce point de vue-là, eh bien, on a toute une nouvelle perspective pour regarder comment fonctionnent les techniques méditatives, les techniques de transe anciennes, les techniques de transe modernes, les techniques chamaniques, on en parle assez souvent, comment il y a un ensemble de moyens d'accès à différents types de ressources qui font que, selon les niveaux logiques concernés par les objectifs inconscients et les motivations inconscientes, eh bien, on va pouvoir aller taper à différents endroits pour correctement répondre à toute l'écologie du client dans la demande qui est formulée.
Une phrase bien complexe parce qu'elle demande d'avoir intégré tout ce qu'on vient d'expliquer depuis le début. Je le répète, nous ne sommes pas là pour donner un dogme. Nous n'avons fait ici que vous donner une présentation générale de la psychodynamique de Stephen Wolinski. Sur ce, notre bibliographie, elle sera dans le PDF. J'espère que j'aurai pris le temps de la rédiger pour la mettre sur cette vidéo. Et on va rester sur ce modèle que nous redéploierons dans les prochains cours et les prochaines années. Et sur ce, après 1h30, nous vous remercions pour votre attention, c'est le cas de le dire.